je vais essayer dans une petite heure de vous présenter l'économie sociale et solidaire, et puis ensuite on pourra donc débattre et j'essaierai de répondre à vos questions. Donc l'économie sociale et solidaire, comme Madame Amouroux l'a dit, donc depuis la loi du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, donc qui a été en fait initialement effectivement portée par Benoît Hamon lorsqu'il était ministre à l'économie sociale et solidaire. Ensuite, il est parti au ministère de l'Éducation nationale et c'est donc Carole Delga qui était donc entre autres ministre de l'économie sociale et solidaire qui a porté la loi au moment où elle a été adoptée. Donc cette loi du 31 juillet 2014 donne un cadre juridique à l'économie sociale et solidaire, donc a défini légalement le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Donc elle a une définition depuis cette date-là qui est indiquée donc sur le diaporama. Donc c'est un mode d'entreprendre, donc il y a bien la dimension entrepreneuriale qui est réaffirmée, un mode d'entreprendre et de développement économique qui est adapté à tous les secteurs de l'activité humaine. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas l'économie du social, ce n'est pas le secteur de l'action sociale. Effectivement, c'est dans tous les domaines d'activité, nous le verrons. Le fait est que les entreprises qui participent de l'économie sociale et solidaire doivent respecter un certain nombre de principes, de règles de gestion qui les différencient des autres entreprises privées, puisque ce sont des entreprises privées, et qui les différencient également donc, des entreprises de l'économie publique. Donc, en gros, ces principes et ces règles, c'est un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. Une gouvernance démocratique, ça veut dire donc en gros une personne égale une voix. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des sociétés de personnes et non pas de capitaux. Donc le pouvoir est détenu à égalité par l'ensemble des membres et contrairement à une entreprise capitaliste, donc ce n'est pas celui qui a le plus de parts d'action, de capital, qui détient le plus de pouvoir. Et donc ce qu'on appelle, et c'est parfois mal compris, la non-lucrativité totale ou partielle. Alors la non-lucrativité, ça ne veut pas dire non-profit, ça veut dire que lorsqu'il, comme toute entreprise de l'économie sociale et solidaire, il est préférable qu'elle fasse des bénéfices, des excédents, mais lorsqu'il y a excédent, ils sont en totalité ou en partie, donc soit non-lucrativité totale ou partielle, réinvestis dans le projet. Voilà. Ce qui donne donc aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, normalement en tout cas, une capacité à se projeter sur le moyen et long terme supérieure à des entreprises traditionnelles et également donc une capacité à défricher des secteurs d'activité nouveaux par rapport donc qui ont une faible rentabilité, en tout cas qui ne sont pas suffisamment rentables pour le marché classique du fait justement de ce que les exigences en termes de rentabilité sont moins fortes que sur des entreprises privées classiques. Voilà donc comment la loi de 2014 a défini l'économie sociale et solidaire. Et donc à partir de cette définition, eh bien, il y a un certain nombre d'entreprises qui répondent à ces critères et qui donc de fait sont reconnues comme étant de l'économie sociale et solidaire. Donc ce sont les statuts traditionnels, les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Voilà. Ce sont les statuts historiques de l'économie sociale et solidaire. Et une nouveauté qui a été introduite par la loi de 2014, c'est qu'elle a permis à des sociétés commerciales classiques, SA, RL par exemple, de rentrer dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire, d'être reconnues comme des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sous réserve qu'elles respectent un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, donc, il y a pour ces sociétés commerciales la nécessité d'avoir un objet d'utilité sociale. Et le concept d'utilité sociale a d'ailleurs été défini par la loi de 2014. Et ensuite, également des règles de gestion et de gouvernance qui les assimilent en fait à des entreprises traditionnelles de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à des coopératives, des mutuelles, c'est-à-dire en gros la gouvernance démocratique ou participative
et la non-lucrativité partielle, enfin, en tout cas, le fait qu'il y ait, lorsqu'il y a excédent, il soit réinvesti dans le projet. Donc, au passage, donc, je vous ai dit que la loi de 2014 avait défini également donc, la notion d'utilité sociale. En gros, elle l'a définie comme des activités qui soit permettent donc d'aider des personnes en situation de difficulté, des personnes qui rencontrent des difficultés particulières et qui ont donc des activités particulières pour ces personnes, ou qui ont un objet de réduction des inégalités sociales, culturelles, notamment par l'éducation populaire, et des activités liées à la transition écologique. Voilà comment la loi, bon, en gros, a défini la notion d'utilité sociale. Et cette notion d'utilité sociale, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une condition obligatoire pour les sociétés commerciales, les nouvelles sociétés commerciales classiques, qui ont été reconnues comme de l'économie sociale et solidaire et qui ont pu pénétrer de ce fait dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Par contre, cette notion d'utilité sociale, même s'il y a beaucoup de structures classiques à statut coopératif, mutualiste ou associatif qui voilà, ont également un objet d'utilité sociale, par contre, ce n'est pas pour elles une obligation, c'est-à-dire que les entreprises statutaires traditionnelles, historiques en quelque sorte, peuvent être de l'économie sociale et solidaire sans avoir forcément un objet d'utilité sociale, alors que pour les nouvelles sociétés commerciales classiques qui prétendraient rentrer dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire, c'est une obligation. Voilà donc comment la loi de 2014 a défini l'économie sociale et solidaire. Elle a également essayé de doter l'économie sociale et solidaire d'un certain nombre d'outils nouveaux pour permettre à ces entreprises, selon l'expression qui était à l'époque consacrée, donc changer d'échelle. Voilà, et donc on verra un certain nombre de ces dispositions. Également, donc, parmi les dispositions, la loi a reconnu donc, les instances fédératives et représentatives de l'économie sociale et solidaire, et donc notamment dans les régions, les CRES, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, telles que donc, en Occitanie, la CRES Occitanie, a un petit bémol, c'est-à-dire que quand on utilise le mot chambre, chez nous, ça ne veut pas dire que nous sommes des consulaires. Voilà, nous sommes, les CRES sont des associations de loi 1901, il y a une CRES dans chaque région, mais on n'a pas le statut voilà, de chambre consulaire tel qu'une CCI, une chambre des laitiers, une chambre d'agriculture. Ça a été un long travail de lobbying qui n'a pas pu aboutir. Voilà, a priori, on ne sait pas s'il aboutira un jour, c'est peu probable. En tout cas, voilà, donc nous avons le nom de chambre, nous n'avons pas les moyens d'une chambre consulaire, et notamment, donc, bien entendu, nous ne percevons pas de taxes sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Du coup, petite incidente, certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple les coopératives agricoles ou les SCOP, seront pour les premières à la Chambre d'agriculture, pour les autres à la CCI. Voilà. Donc, vous voyez un peu la complexité un peu du paysage de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, on essaie, notre rôle, c'est quand même de fédérer ces réseaux et entreprises, de les représenter et de défendre leurs particularités qui peuvent être mises à mal, notamment par un certain nombre de dispositions réglementaires, puisque le concept d'économie sociale et solidaire n'est parfois pas très bien compris, pas très bien reconnu. D'aucuns vont considérer que, par exemple, il y a des concurrences déloyales qui sont apportées par certaines entreprises de l'économie sociale. Donc voilà, notre rôle, c'est d'essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas forcément le cas, parce que justement, les règles particulières qui régissent le fonctionnement de nos entreprises font qu'elles sont sur des activités, sur des marchés qui ne sont pas forcément concurrentiels avec les autres. Et lorsqu'il y a concurrence, eh bien, il n'y a pas d'avantage, parce que bon, on est aussi dans des activités concurrentielles, mais il n'y a pas forcément d'avantages qui sont indus pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. On n'a pas d'avantage particulier par rapport à d'autres entreprises en dehors des règles particulières liées par exemple à l'utilité sociale ou à l'objet d'intérêt général que peuvent porter certaines de nos entreprises. Voilà. Donc rapidement quelques chiffres quand même, puisque bon, je suis quand même notamment sur l'observatoire. Donc sur la région, vous avez là quelques chiffres, je ne sais pas si c'est visible, bon voilà.
Du coup, en Occitanie, c'est à peu près 11% des établissements employeurs, donc on a à peu près 23 000 établissements employeurs. Ça représente à peu près 214 000 salariés, c'est-à-dire 12% de l'emploi, et on est à 10% du total des rémunérations brutes. Donc vous voyez, lorsqu'on compare, donc c'est 12% de l'emploi total en Occitanie, on est à 60% à peu près pour le privé classique, disons le privé lucratif, et à 27-28% pour l'économie publique. Voilà. En France, vous voyez, on est à peu près à 2 millions de salariés dans l'économie sociale et solidaire. Donc là, ce sont les entreprises à statut traditionnel, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les associations. Ça n'intègre pas les sociétés commerciales d'utilité, enfin, les sociétés commerciales d'utilité sociale qui sont rentrées dans le périmètre suite à la loi de 2014. Mais de toute façon, pour l'heure en tout cas, le nombre de sociétés commerciales qui sont rentrées dans le périmètre, c'est infime. Voilà, donc ça ne modifie pas les grands équilibres de l'économie sociale et solidaire. Donc notre région, l'Occitanie, c'est-à-dire donc XLR, XMP, fusionnés. Donc nous sommes en gros la 3e région française en termes de poids de l'économie sociale et solidaire dans le total des effectifs. Voilà, 4e région en termes de volume d'emploi, 4e région en termes de poids des établissements. Donc vous voyez, si on fait les comparaisons avec la France, donc la France est en bâtonnet orange, nous on est en bâtonnet bleu. Vous voyez, on est donc à 2 points à peu près d'écart avec la moyenne nationale en termes d'emploi. L'écart est un peu plus significatif au niveau de l'économie, si on considère la seule économie privée, puisque en Occitanie, l'économie sociale, c'est à peu près 17% de l'emploi privé. Voilà, 12% de l'emploi total, 17% de l'emploi privé, donc c'est quand même donc significatif. Et puis, comme voilà, donc on le disait tout à l'heure sur les statuts traditionnels, voilà, donc les gros bataillons de l'économie sociale et solidaire, c'est dans le secteur associatif. Vous le voyez, donc le secteur associatif, à lui seul, c'est 83% des établissements employeurs de l'économie sociale et solidaire et à peu près 80% des effectifs. Ensuite viennent les coopératives avec 13% du total des effectifs de l'économie sociale, les mutuelles à 6%, les fondations qui sont marginales, en tout cas dans notre pays, on n'est pas sur un modèle anglo-saxon, donc les fondations représentent moins de 2% du total de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Un fait aussi qui est peut-être contre-intuitif, en tout cas, bien entendu, l'économie sociale et solidaire, beaucoup de petites structures, petites associations, de petites coopératives, mais si on compare, donc, si on est donc avec l'économie privée hors ESS, l'économie privée lucrative, vous voyez que les établissements de plus de 250 salariés, voilà, ils représentent au niveau de l'économie sociale et solidaire donc 10% des effectifs quand même, et 15% dans le reste de l'économie privée. Donc vous voyez que quand même les gros établissements de l'économie sociale et solidaire, bon, voilà, c'est pas tout à fait marginal. Et si on est sur la strate en dessous de 50 à 249 salariés, ils représentent dans l'économie sociale et solidaire à peu près 38% du total de l'emploi, alors qu'on n'est qu'à 23% au niveau du reste de l'économie privée. Donc beaucoup effectivement de petites structures, mais lorsqu'on compare au reste de l'économie privée classique, on voit qu'on a quand même une bonne part d'entreprises également qui sont des entreprises de grande taille. Bien entendu, on va trouver des entreprises de grande taille dans les coopératives bancaires, dans les mutuelles d'assurance ou les mutuelles santé, mais également de très grosses associations, en particulier, donc vous le savez, dans le secteur sanitaire et médico-social. Voilà, il y a des grosses associations médicales, grosses associations médico-sociales qui emploient beaucoup de salariés, EHPAD, aide à domicile, voilà, ce sont de très gros employeurs et des effectifs très conséquents. Bon, et à Montpellier, par exemple, on peut penser à l'ADAGE, qui est une grosse association du sanitaire et médico-social. Bon, voilà, ce sont de très gros employeurs. Voilà. Donc, vous voyez, en proportion, on n'est pas que de
des petites structures, comme parfois, donc, dans l'imaginaire, on peut le penser. Bon. Des secteurs d'activité très divers. Alors, bien sûr, c'est lié donc, notamment au secteur associatif. Les gros bataillons, on les retrouve dans l'action sociale, que ce soit dans l'hébergement médico-social ou l'action sociale sans hébergement. Donc, vous voyez, qui représente 21%. En gros, bon, voilà, on a un peu plus de 45% des effectifs dans l'action sociale avec ou sans hébergement. Et puis ensuite, dans les activités financières et d'assurance, dans l'agriculture, dans l'enseignement, formation professionnelle, ou également dans l'enseignement, vous trouvez pas mal de structures type les calendrettes, par exemple. Ça, ce sont des structures associatives. Le soutien aux entreprises également, c'est-à-dire qu'il y a des scopes notamment qui se développent dans des activités de soutien aux entreprises. Voilà. On peut avoir plus. Je ne pense pas. Je ne crois pas que j'arrive, parce que c'est une photo, donc je ne pense pas que ce soit plus net. Bon, enfin, pour vous dire qu'en gros, on a un peu moins de la moitié de nos effectifs dans l'action sociale, et que tout le reste, c'est dans d'autres secteurs d'activité, voilà, qui ne sont pas dans la culture également, pas mal d'associations culturelles, on est très présent. Voilà. Du coup, c'est, vous voyez là, bien sûr, l'hétérogénéité de l'économie sociale et solidaire. Donc, on l'a vu au travers des statuts associatifs, coopératifs, mutuels. Bon, déjà, c'est, même s'il y a des règles et des principes qui sont communs, bon, voilà, ce sont quand même des familles différentes et des secteurs d'activité qui sont également très hétérogènes. Voilà. Donc, diversité de statuts, de taille d'entreprise, de secteurs d'activité. Là, par contre, c'est la place de l'économie sociale et solidaire dans les secteurs lorsqu'on la compare à l'économie privée hors ESS et à l'économie publique. Donc, vous voyez qu'on va être très présent. Donc, on a près de 67% des effectifs de l'action sociale, par exemple, dans notre région. Et c'est après pareil pour à peu près, on est dans les mêmes chiffres au national. Il n'y a pas de grosse différence. Donc, dans l'action sociale sans hébergement, l'ESS va représenter 67% des effectifs. On va représenter également 66% des effectifs dans tout ce qui est le sport et le loisir. On sera dans l'hébergement médico-social à 60%. On est quand même les banques coopératives et les mutuelles d'assurance, que ce soit pour les activités assurantielles des mutuelles de santé ou pour les mutuelles d'assurance de biens, ça représente quand même 47% du total des effectifs de ce secteur sur la région. Et on va représenter, voilà, ensuite 31% dans la culture et jusqu'à représenter une part infime dans l'agriculture, industrie, construction, même si, donc voilà, on a dans notre région pas mal de coopératives agricoles traditionnellement, dans la viticulture notamment. Donc voilà, on est quand même très présent. Mais pour autant, en termes relatifs, effectivement, on va représenter une faible part. Bon, voilà. Donc, voilà un peu, disons, le tableau de cette économie, avec donc bien sûr des conséquences de ces secteurs d'activité sur la composition de nos effectifs salariés. Voilà. D'une manière traditionnelle, les effectifs de l'économie sociale et solidaire sont, de fait, du fait de notre entre guillemets, spécialisation sectorielle, enfin, des secteurs dans lesquels on est très présent, on va avoir une économie qui est très féminisée. Donc 70% des salariés de l'économie sociale et solidaire sont des femmes, donc très présents bien sûr dans l'action sociale, avec ou sans hébergement, très présents également dans l'enseignement-formation, assez présents également dans les activités financières. Donc vous voyez, alors que dans le reste de l'économie privée classique, on est à 40%, et même dans l'économie publique, on est à que, entre guillemets, 62% de salariés de sexe féminin. Donc 70% dans l'économie sociale. Voilà. Lorsqu'on le compare ensuite donc, en termes de CSP, vous voyez bien sûr une économie fortement tertiaire, donc relativement peu d'ouvriers, il n'y a que 11% d'ouvriers, pas mal d'employés et pas mal de professions intermédiaires, les professions intermédiaires étant à 29% dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc c'est surtout voilà, sur la catégorie des ouvriers qu'on se distingue. Et
le profil, notre répartition en termes de répartition entre catégories socio-professionnelles se rapproche quand même assez de la répartition au niveau de l'économie publique, ce qui est un peu normal parce que donc voilà, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels on est très présent, qui sont également des secteurs assez développés dans l'économie publique, notamment ce qui est donc de l'action sociale et de l'enseignement-formation. Bon, je ne vais pas trop vous abreuver de chiffres, mais en tout cas, sachez que, bon voilà, on a bien entendu lié également à la forte présence de secteurs d'action sociale, notamment de l'aide à domicile, un peu plus de travail à temps non complet que les autres formes d'économie, puisque donc on est à 38% de travail de salariés à temps non complet, c'est-à-dire bon, à temps partiel pour l'essentiel, donc alors qu'on n'est qu'à 21% dans l'économie privée et 24% dans l'économie publique. Des rémunérations qui sont également, il faut le reconnaître, un peu plus faibles en moyenne au niveau de l'économie sociale que dans les autres formes d'économie, puisque vous voyez, un salaire brut annuel, on est à 28 817 €, alors qu'on sera à 33 000, presque 34 000 dans l'économie privée, 31 000 dans l'économie publique, mais avec de très fortes différences, de très forte hétérogénéité entre les familles. Les coopératives, les mutuelles, donc le salaire annuel moyen va être assez élevé, même peut-être souvent plus élevé que dans l'économie privée classique, puisque vous voyez, on est à 33 000 dans l'économie privée classique, alors qu'on est à 38 000 dans les coopératives, 37 000 dans les mutuelles. Par contre, effectivement, c'est les associations qui ont tendance à tirer un peu vers le bas la moyenne de l'économie sociale et solidaire, mais c'est lié, donc voilà, aux problématiques, on y reviendra, du modèle économique de beaucoup d'associations, problématique du modèle économique qui fait également que le travail à temps partiel est un peu plus développé dans l'économie sociale et qui a tendance à tirer un peu le salaire vers le bas par rapport aux autres formes d'économie. Rapidement aussi, les principaux métiers de l'économie sociale et solidaire, voilà, qui sont à l'image des secteurs d'activité dans lesquels on est très présent. Bon, le métier d'aide à domicile est le principal métier de l'économie sociale. Et puis ensuite, vous avez voilà, agent de services hospitaliers. Ensuite, vous avez des métiers plus liés à l'éducation populaire, à l'animation avec les animateurs socioculturels et de loisirs. Et puis ensuite, des métiers qui ne seront pas forcément spécifiques à l'économie sociale et solidaire, qui seront sur des fonctions transversales comme secrétaire. Voilà. Donc, c'est voilà, 10 métiers, je crois qu'on est sur 10 à 12 métiers qui représentent un peu plus de 50% du total des effectifs de l'économie sociale sur notre région. Et ces chiffres sont également valables au niveau national. Dans toutes les régions, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Voilà. Et un point quand même qui est important, qu'il faut bien noter, c'est que la pyramide des âges dans l'économie sociale et solidaire, les personnes de 50 ans et plus représentent une proportion significativement plus importante des salariés de l'économie sociale que dans le reste de l'économie, puisque donc on est à 32% de salariés de 50 ans et plus, alors qu'on est à 28% dans le reste de l'économie, et le différentiel serait encore significativement plus fort si on avait pu différencier dans le hors économie sociale et solidaire, la seule économie privée à but lucratif, où là, donc, on serait certainement à peut-être entre 23 et 25% de salariés de 50 ans et plus. Voilà. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, notamment on a eu dans certains secteurs de l'économie sociale, notamment la banque, l'assurance, certains secteurs de l'action du médico-social, des recrutements massifs dans les années 70, tout ça, qui vont arriver donc progressivement à la retraite, ce qui veut dire qu'en termes de débouchés dans les années à venir, voilà, il y aura des départs à la retraite massifs, donc potentiellement en tout cas des renouvellements d'emplois assez importants dans l'économie sociale et solidaire, donc des opportunités d'emploi assez significatives. On estime que sur notre région,
voilà, d'ici 2030, je crois, on aura à peu près un tiers des salariés de l'ESS de l'Occitanie qui partira à la retraite. Donc c'est pas tout à fait neutre. Est-ce que tous ces postes seront remplacés? Peut-être pas. Voilà. Si au-delà comment dirais-je, de cette photographie des éléments structurels de l'économie sociale et solidaire, si je rentre un peu dans les éléments plus conjoncturels, il faut savoir que depuis fin 2016, début 2017, alors que jusqu'à présent, l'économie sociale et solidaire augmentait de façon significative et parfois, notamment lors de la crise, avait connu une croissance plus forte que le reste de l'économie privée. Depuis fin 2016, début 2017, et c'est général en France, c'est pas propre à notre région, voilà, il y a un coup d'arrêt à la croissance de l'économie sociale et solidaire. Sur notre région, en 2017, on a perdu, l'économie sociale et solidaire a perdu plus de 1000 emplois. La baisse s'est ralentie en 2018, on a perdu un peu plus de 500 emplois. Mais voilà, donc là, vraiment, il y a eu un retournement et il y a de multiples facteurs qui l'expliquent parce que beaucoup de composantes sont touchées. Voilà, notamment donc les banques et les assurances donc, ont perdu des effectifs. Donc c'est pour ça que je vous dis, et là on peut en voir un impact du numérique. Tous les départs à la retraite ne sont pas remplacés parce que donc, voilà, les technologies numériques bon, voilà, ont tendance à faire que certains postes disparaissent et ne sont pas remplacés. De grosses pertes d'emplois également au niveau des associations avec de multiples facteurs. Bon, bien sûr, il y a eu la réforme et la baisse du nombre des emplois aidés qui a impacté de façon très négative et très forte beaucoup d'associations, notamment des associations de petite taille dans les domaines culturels, sportifs, d'éducation populaire, d'animation, qui ont été très fortement mises à mal par la baisse des emplois aidés et la réforme du dispositif. Il y a eu également donc des politiques un peu de stop and go, comme par exemple sur la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme des rythmes scolaires avait généré la création de pas mal d'emplois au niveau des réseaux d'éducation populaire. Et donc voilà, le retour donc à la semaine de 4 jours qui a eu tendance à se généraliser a voilà, aussi induit pas mal de disparitions d'emplois dans ces réseaux associatifs. Voilà, donc la conjoncture de l'ESS, voilà, donc on n'est pas dans une période depuis 2 ans qui est faste. Voilà, il y a eu un coup d'arrêt à la progression, même si, bon voilà, on peut penser que d'un point de vue des éléments structurels, on devrait quand même, dans les années à venir, recommencer quand même à connaître une croissance significative, donc liée donc, notamment effectivement à ces départs à la retraite importants qui vont intervenir. Donc on peut espérer quand même qu'il y aurait une part significative de ces départs qui vont être remplacés. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire, du fait notamment de sa capacité à défricher des secteurs nouveaux, qui ne sont pas forcément immédiatement ou à court terme rentables pour le marché. Voilà, elle est sur des secteurs qui sont quand même, d'un point de vue voilà, porteurs. Bon, bien sûr, tout le monde pense à la transition écologique. Bon, voilà, les activités de l'économie sociale et solidaire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été précurseurs, notamment dans tout ce qui est activité de recyclage. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des secteurs qui ont quand même, qui sont appelés à croître. On est également particulièrement présent sur tout ce qui est donc les activités de bien vieillir, où là aussi l'économie sociale et solidaire a été donc en pointe et à l'origine. Donc là aussi, les besoins sont énormes, notamment dans une région telle que l'Occitanie, où il y a un vieillissement assez substantiel de la population. Donc voilà, donc il y a des secteurs d'activité sur lesquels l'ESS est très présente, qui sont des secteurs en croissance. Donc on peut penser que, en termes voilà, objectifs, il y aura des besoins qui vont se faire au jour, qui nécessiteront de l'emploi. Le problème qui va donc bien sûr se poser après, c'est d'arriver à trouver des modèles économiques pérennes pour ces activités et qui permettent donc à ces structures bon, voilà, d'avoir
volume d'emploi suffisant pour les mener à bien. Voilà un peu rapidement brossé le tableau général de ce qu'est l'économie sociale et solidaire d'un point de vue de la définition, du point de vue de son poids dans l'économie en région. Voilà. Bonsoir, Jean-Marc Durand, je représente ici la MGEN. Vous avez donné une définition de l'économie sociale à travers des chiffres correspondant à l'emploi, ce que c'était, les différentes structures qui relèvent de l'économie sociale, dont on pense qu'elles se caractérisent toutes par un mode de gouvernance. Hein. Vous avez fait référence à la fameuse devise « un homme, une voix » ou « un homme, une femme, une voix ». Et vous y avez inclus les fondations d'entreprise. Alors je fais le lien entre la fondation d'entreprise et la différence de gouvernance qui pourrait exister entre une association, une coopérative, une mutuelle ou une banque coopérative. Les fondations d'entreprise, elles sont dans leur mode de gouvernance créées, issues, financées par les grands groupes industriels. Une entreprise de l'économie sociale peut elle aussi créer une fondation d'entreprise, mais par exemple AXA, Total et d'autres grands groupes internationaux et multinationaux ont créé des fondations. Celles-ci relèvent de l'économie sociale et solidaire, sauf qu'elles n'en ont pas la même gouvernance que les autres structures. Voilà, je voulais avoir votre avis du point de vue de la définition de l'économie sociale et solidaire là-dessus. Ouais. Bon, oui. Vous mettez le point sur un point, voilà. C'est effectivement un sujet qui a suscité maints débats, parce que, donc, effectivement, voilà, comme j'ai essayé de le dire, et on va mieux le voir peut-être aussi au travers de la partie un peu historique, bon, un des principes fondateur de l'économie sociale, à l'origine en tout cas, c'est ce qu'on appelle le principe de double qualité. Voilà, où on est donc à la fois assureur, pour assureur et assuré, épargnant et banquier, voilà, et où on se rassemble pour se donner les moyens de répondre à une problématique particulière. Et effectivement, ce principe-là, dans les fondations, n'est pas du tout respecté. Donc les réseaux traditionnels de l'économie sociale et solidaire ont toujours été très réticents par rapport donc, à l'intégration des fondations. Alors d'ailleurs, ça revient au même, question de principe, que ce soit des fondations qui sont créées par des entreprises de l'économie sociale ou que ce soit des fondations, voilà, dans le fonctionnement, donc effectivement, ça ne répond pas vraiment au principe. Bon, le législateur a tranché. C'est vrai que, bon, voilà, je pense aussi qu'il y a des considérations d'ordre européenne peut-être. En tout cas, c'est vrai que le concept de fondation est plus adapté au modèle anglo-saxon. Et on a eu du mal, d'ailleurs, en France, à faire reconnaître au niveau européen, par exemple, le concept d'économie sociale et solidaire. Vous disiez, mais qu'est-ce que c'est ce... Voilà, ils comprenaient mal, voilà, ce rassemblement d'organisations extrêmement hétérogènes, à leurs yeux en tout cas, parce qu'ils connaissent mal, même en France des fois on connaît mal, mais le fait que bon, ces principes donc, voilà, qu'on a rappelés rassemblent un certain nombre d'organismes, bon, alors vous disiez, bon, c'est bien, mais voilà, ça ne répond pas quand même à une voilà, ça ne légitime pas, en tout cas à leurs yeux, un secteur à part entière. On est arrivé au niveau européen à faire quand même passer la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, on y était arrivé. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais on était arrivé quand même à le faire reconnaître. C'est vrai que d'un point de vue académique, puriste, bon voilà, c'est pas trop dans les clous. Alors après, voilà, le législateur a tranché. Je pense qu'il y a des considérations aussi européennes où il fallait un peu s'harmoniser avec les pratiques dans les autres pays. Bon, comme vous l'avez vu dans les chiffres, hein, c'est pas notre tradition, l'aspect fondation, philanthropie. On est plus là vraiment dans une, voilà, une idéologie anglo-saxonne. Voilà. Donc ça représente, bon, voilà, je crois 1% de l'emploi de l'économie sociale. Voilà. Mais c'est vrai que du point de vue des principes, c'est un peu tendancieux, quoi.
Mais par contre, les fondations des entreprises de l'économie sociale et solidaire se sont réunies au sein d'une association, qui est l'association des fondations de l'économie sociale, pour dire, bon voilà, certes, nous avons créé des fondations, mais bon, la fondation, par exemple, de la MEGL, la fondation du Crédit Coopératif, la fondation de la Massif, c'est quand même pas tout à fait la même chose que la fondation Total, parce que, malgré tout, notre gouvernance, enfin, ceux qui nous gouvernent, ce sont quand même des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon, après, je vous dirais, au niveau, par exemple, de la CRES Occitanie, nous n'avons aucune fondation adhérente. Voilà, on les voit pas, hein, quand même, dans les instances, enfin, en tout cas au niveau régional, dans les instances de l'économie sociale et solidaire, notamment à la CRES, voilà, on n'a jamais vu de représentants de mutuelles. Voilà, on a un collège qui est susceptible peut-être de les accueillir si le faisait cette demande, mais on n'a pas eu de demande d'adhésion de fondation pour l'heure. Dans la loi Hamon, une des préconisations serait que les salaires soient régulés et que les différences de salaire entre les salariés soient de 1 à 10, du salaire le plus petit au plus gros. Il n'y a pas eu de décret d'application de cette partie-là. Est-ce que c'est respecté quand même par les structures de l'ESS, ou bien c'est une dérive qui, avec l'arrivée des SARL dans le secteur de l'ESS, est complètement oubliée? Alors, donc cette disposition sur l'échelle des salaires ne s'appliquait pas à toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elle ne s'appliquait, elle n'était prévue que, alors, donc je vous l'ai dit, donc il y a les entreprises statutaires traditionnelles, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les associations. Elle a permis ensuite, la loi, de faire rentrer des sociétés commerciales sous réserve qu'elles aient un objet d'utilité sociale et qu'elles respectent des principes qui les assimilent à des entreprises à statut. Et une fois que ce périmètre était délimité par la loi a créé un agrément, qui était l'agrément ESUS. Alors là, on rentre dans des considérations très techniques, mais bon, entreprise sociale ou solidaire d'utilité sociale. Donc là, ça pouvait s'appliquer à toutes ces entreprises, qu'elles soient statut traditionnel ou de nouvelles sociétés. Et c'est pour avoir cet agrément ESUS que la règle d'écart de salaire s'appliquait, mais pas pour toutes les entreprises. Voilà. Et le fait est qu'effectivement, alors je ne sais pas trop, peut-être, je vous crois sur parole, le décret n'est pas sorti. Après, voilà, le problème, c'est que c'est pour des entreprises, bon, je sais pas, des gros groupes de l'économie sociale et solidaire, s'ils devaient appliquer ce principe-là, bon, voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit aussi attractif. Nous sommes des entreprises comme les autres. Enfin, non, nous sommes des entreprises, pas comme les autres, mais comme les autres, nous sommes des entreprises. Donc, nos entreprises sont sur des activités concurrentielles et il faut qu'on puisse aussi être attractif pour les personnes les plus compétentes sur le marché du travail. Donc, c'est un peu, voilà, ça part peut-être d'une bonne intention, mais il y a des risques qui sont inhérents à ce genre de propositions. Voilà. Mais ça ne s'appliquait que vraiment à une infime partie, qui étaient donc les entreprises qui voulaient être agréées ESUS. Voilà. Et cet agrément ESUS donne un certain nombre d'avantages, mais pas tant que ça, d'ailleurs, et on ne sait pas trop comment on peut les avoir. Alors s'il y a un avantage, c'est un aspect de se démarquer, l'image de marque, on a un agrément, et donc ça différencie. Normalement également, ça devait permettre de flécher sur ces entreprises une part de l'épargne salariale, mais selon des canaux assez complexes. Bon, voilà. Du coup, après, donc vous l'avez vu, les salaires, de toute façon, dans l'économie sociale, sont déjà en moyenne plus faibles que dans le reste de l'économie, que dans les autres champs économiques, privés, classiques ou publics, essentiellement, comme on l'a dit, du fait des associations
Et ça repose la problématique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, du modèle économique des associations. Voilà, c'est pas qu'elles ne voudraient pas payer plus, mais c'est que souvent, elles sont dans l'incapacité, du fait du modèle économique des activités dans lesquelles elles sont, de payer des salaires plus élevés ou d'avoir des temps complets. Voilà, c'est essentiellement ce problème-là, quoi. Bonsoir. S'il vous plaît, quelques précisions sur la reconnaissance. Qui attribue cette reconnaissance? Qui l'attribue, la reconnaissance? Et quels sont les avantages liés à la reconnaissance? Alors, la reconnaissance, il y a, pour les entreprises historiques, statutaires, coopératives, mutuelles, fondations, associations, pas de question à se poser et pas de reconnaissance officielle à obtenir. Lorsqu'on a ce statut-là, on est de fait reconnu comme entreprise de l'économie sociale. Et là, je l'ai dit encore une fois, pour ces entreprises, qu'elles aient ou non un objet d'utilité sociale. Pour elles, dès lors qu'elles ont le statut, ce n'est pas une obligation. Ce qui prime, c'est leur mode de gouvernance et de gestion. Voilà. Elles peuvent avoir un objet d'utilité sociale, comme ne pas avoir un objet d'utilité sociale, elles seront de l'économie sociale et solidaire. On prend un exemple, par exemple, souvent, pour essayer de bien faire comprendre, une SCOP, donc une société coopérative de production, qui fabriquerait des armes, c'est une entreprise de l'économie sociale, parce que ce n'est pas la nature de son activité qui détermine son appartenance, c'est le fait que, voilà, elle a une gouvernance démocratique, elle a une mise en réserve des excédents en tout ou partie, et c'est ça qui fait là. Voilà. Par contre, pour les sociétés commerciales, donc ces nouvelles entrantes, là, il faut qu'elles soient reconnues d'utilité sociale. Donc là, donc elles doivent s'enregistrer et demander à être reconnues auprès de leur centre de formalité des entreprises, comme étant d'utilité sociale. Mais ça pose le problème d'ailleurs, parce que les CFE, est-ce qu'ils ont l'expertise nécessaire pour savoir déjà ce que c'est que l'utilité sociale, comprendre à quoi ça consiste, arriver à gérer le dossier et dire, oui, celle-là, je la reconnais bien, elle me demande d'être enregistrée comme entreprise de l'économie sociale et solidaire, je regarde son dossier, je regarde ses statuts, son objet, et je dis, oui, effectivement, elle est bien d'objet d'utilité sociale. C'est certainement loin d'être le cas, et c'est certainement pas homogène sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc c'est au niveau des CFE pour ces sociétés, et puis pour ce qui est de l'agrément ESUS, qui est l'étage au-dessus, l'agrément ESUS qui concerne tout, qu'elle soit statutaire ou les sociétés commerciales, ce sont les directs qui sont amenés à délivrer l'agrément ESUS. Voilà. Et nous, les CRES, la loi de 2014 nous a autorisé, si on considère pour les nouveaux entrants, pour ces sociétés commerciales, que la reconnaissance n'est pas légitime, on peut contester en justice, bon, c'est jamais arrivé encore, on peut contester en justice le fait qu'une entreprise se dise « oui, moi je suis de l'économie sociale », alors que, bon, voilà, et par exemple le CFE, qui par méconnaissance peut-être, peut dire « oui, c'est bien », et nous, si on considère que c'est un peu tendancieux, on peut le contester. Après. Mais il n'y a pas ensuite voilà, les CRES, nous, on fédère, on représente, mais on n'est pas, en dehors de ce cas très précis des sociétés commerciales qui veulent rentrer, on n'a pas le pouvoir de dire « ah ben toi, oui, tu es un pur, toi, tu es un impur », voilà, parce qu'après, voilà. Le statut, parce que le statut inscrit dans le marbre et dans les règles un certain nombre de principes qui font que, de fait, on est reconnu comme de l'économie sociale et solidaire. Pardon? Alors, les avantages. En fait, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas d'avantage très particulier. Les règles qui s'appliquent, donc, ce sont les mêmes. Bon, il y a peut-être quelques différences, moi là, je ne maîtrise pas très bien, sur la fiscalité, et encore de moins en moins. Voilà. Pour ce qui est, comme je vous l'ai dit, des entreprises qui seront agréées ESUS, là, il y aura des avantages liés
bon, l'image de marque, a la possibilité donc d'être plus facilement retenu dans les marchés publics, voilà. Et puis ensuite, donc voilà, c'est cette part de l'épargne salariale qui doit être fléchée sur ces entreprises, voilà, mais selon des canaux qui sont assez complexes à maîtriser pour le moment. Voilà, je vous dis, le nombre d'entreprises agréées ESUS et de sociétés, c'est pas énorme encore. Voilà, ça n'a pas monté en puissance. Les avantages de l'agrément ESUS ne sont pas quand même majeurs et massifs. Après, pour ce qui est des autres entreprises, il n'y a pas d'avantage spécifique et mirobolant. Hein, voilà. Après, effectivement, il y a quand même une chose qui est, mais qui n'est pas forcément liée, qui est liée à l'économie sociale, au sens où, par exemple, pour les associations, leur caractère non lucratif et le fait qu'elles ont des activités d'utilité sociale ou d'intérêt général, ces éléments font qu'elles peuvent percevoir des subventions. Mais ça, c'est parce que, donc, effectivement, elles vont être sur des activités qui sont subventionnables parce qu'elles sont d'intérêt général, d'intérêt collectif, que le marché ne répond pas et que ça ne rentre pas en concurrence avec les activités classiques. D'ailleurs, et ça c'est un point important, de la loi de 2014, vous savez que il y a eu de plus en plus, les pouvoirs publics ont eu tendance à généraliser le recours aux appels d'offres et qui avait des effets délétères, notamment liés à la mise en concurrence des structures associatives, notamment, et ça a généré de très fortes concurrences entre entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et bon, voilà, il y a des dérives quand même assez fortes à cela. Alors on sait pourquoi, parce que, donc, semble-t-il, parfois par méconnaissance et mésinterprétation des textes européens, ils disaient, bon, pour se borner juridiquement, il faut faire des appels d'offres dans tous les domaines, alors que ce n'était pas forcément le cas sur des activités d'intérêt général. Il n'y avait pas forcément à passer par des appels d'offres, mais bon, les juristes des collectivités considéraient que c'était une précaution à prendre. Donc ça a eu une généralisation assez conséquente. Et donc la loi de 2014, d'ailleurs, à une de ses dispositions, a dit il faut, est revenu sur la sécurisation juridique de la subvention, du régime de la subvention, en disant sur un certain nombre d'activités d'intérêt général, d'utilité sociale, la possibilité de subventionner est tout à fait reconnue. Voilà. Mais ça, c'est normal, puisque c'est lié bon, voilà, à la nature des activités qui sont portées, parce qu'elles ne sont pas solvables sinon autrement. Juste dans le prolongement de ce que vous avez dit, je voulais savoir si vous estimez qu'il y a des entreprises privées qui aujourd'hui utilisent ce statut pour faire plus de profit ou au contraire camoufler des activités comme Total ou des choses comme ça qui pourraient utiliser l'ESS pour polir un petit peu leur activité. Alors, en tout cas, alors, ça ne peut se poser que pour les... Donc je suppose que ça s'adresse pour ces sociétés commerciales qui sont rentrées dans le périmètre. Voilà, alors je vous l'ai dit, c'est marginal, et actuellement, non. On ne peut pas dire que ce soit la volonté. Peut-être qu'à terme, en fait, voilà, comme j'ai dit, les avantages liés à ce statut-là, c'est très improbable, si ce n'est effectivement peut-être un aspect d'image de marque. Donc on ne peut pas dire qu'actuellement, les sociétés commerciales qui sont rentrées dans le périmètre suite à la loi, l'ont fait par volonté voilà, de masquer, d'avoir des avantages qui seraient illégitimes. Non, ce sont des sociétés parce qu'elles étaient soit... Voilà, les porteurs de ces entreprises avaient des valeurs ou étaient sur des secteurs, voilà, parce que c'est quand même il faut être d'utilité sociale. Et d'ailleurs, pour être reconnu voilà, d'utilité sociale, voilà, il faut aussi que cette activité d'utilité sociale, on reconnaisse qu'elle ait un impact financier assez conséquent
sur le bénéfice de la structure. Hein. Voilà, c'est pas une utilité sociale, mais il faut également voilà, que ça impacte la rentabilité de l'entreprise, que ce soit un vrai handicap en quelque sorte pour elle d'être sur ces créneaux d'utilité sociale. Voilà. Par contre, je reviendrai en fin d'intervention sur plus des débats actuels et avec donc notamment la récente loi Pacte qui a été donc adoptée avec les entreprises à mission, qui a été donc c'est une des dispositions de la loi Pacte récemment, où là les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'interrogent beaucoup plus sur les conséquences et les incidences que pourrait avoir cette disposition. Mais bon, ça on en parlera tout à l'heure. Je vais donc après rapidement, alors là, bon, je ne suis pas un grand spécialiste, donc je vais aller vite sur quand même pour vous dire, bon là je vous ai présenté l'état actuel de l'économie sociale et solidaire tel que donc ça ressort de la loi, mais vous dire un peu d'où ça vient quand même, cette économie sociale et solidaire, parce qu'elle n'est pas née quand même en 2014 avec la loi. Voilà. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que les premières formes, alors on ne parlait pas encore d'économie sociale et solidaire, hein, mais les premières formes un peu d'économie sociale et solidaire, elles datent du début du 19e siècle, dans les années 1830, où on voit émerger, disons, des premières formes qui sont des formes pré-coopératives ou des formes pré-mutualistes, qui d'ailleurs n'étaient pas à l'époque différenciés forcément. D'ailleurs, il y a des auteurs qui ont parlé de la gangue solidariste. Donc, c'était des regroupements qui étaient où ils faisaient à la fois du secours mutuel, à la fois de la coopération. Voilà. C'était notamment dans les milieux, lié aussi au compagnonnage, parce que ces premières formes ont vu le jour à cette époque-là. C'était pas les personnes les plus défavorisées, c'était les milieux un peu ouvriers qui avaient un savoir-faire particulier, donc les compagnons, voilà, qui étaient percutés par la révolution industrielle et qui voyaient effectivement leur activité percutée par ce développement de l'industrie moderne et qui se sont, voilà, cette logique un peu dont on parlait d'autopromotion, qui se sont réunis parce que, d'abord, ils avaient des problèmes d'accès au travail, voilà, il y avait cette concurrence nouvelle qui arrivait, donc chômage, donc ils se sont dit, bon, il faut qu'on se mette en commun pour se doter d'un appareil de production et qu'on puisse ainsi maintenir et pérenniser notre emploi, notre travail. Voilà, et donc ça se posait effectivement pour forcément des ouvriers qui avaient un certain niveau de qualification. Pareil, à l'époque, pas de sécurité sociale encore, et du coup, la maladie, pas de salaire qui rentrait, tout ça, donc ils ont créé également des premières caisses de secours mutuels, voilà. Et tout ça, c'était, voilà, donc des formes un peu pré-coopératives, pré-mutualistes, liées également donc au niveau des regroupements compagnoniques, tout ça. Et c'est là où véritablement les premières formes dans ces années 1830 ont vu le jour. Et donc c'était vraiment plutôt dans les pratiques d'abord, hein, voilà. Et parallèlement, il y avait un certain nombre de théoriciens qui également réfléchissaient à l'époque sur ces nouvelles, voilà, face à la paupérisation, notamment dans le milieu urbain, voilà, réfléchissaient justement aux solutions à apporter. Et donc il y a eu des tendances différentes. Donc il y a eu notamment dans le christianisme social, des penseurs qui ont commencé à travailler sur ces formes de solidarité. Christianisme social, par exemple, dans notre région, sur le versant protestant, on en a une figure emblématique avec l'école de Nîmes, Charles Gide, qui était un des théoriciens de la coopération.
Donc c'était également donc, Fourier, Cabet, enfin, tout plein d'auteurs de cette époque-là qui réfléchissaient à des utopies sociales. Il y avait également, donc, aux côtés du christianisme social, également une autre source d'influence importante, ça a été donc le socialisme, ce qu'on appelait le socialisme utopique, donc pré-marxiste. Voilà. Enfin, voilà. Et donc, voilà, tous ces auteurs et ces praticiens, voilà, ont développé des formes qui étaient donc des formes un peu de solidarité entre donc ouvriers, pour commencer à se protéger ou pour avoir accès au travail. Donc les premières formes de coopération de production, les premières formes de mutuelles. Voilà. Et ça a connu son apogée vers 1848, au moment de la Deuxième République, donc éphémère. Et ensuite, donc, un coup d'arrêt assez... Donc là, il y a une forme de reconnaissance avec la Deuxième République, mais un coup d'arrêt est marqué donc assez net avec le Second Empire, sauf pour les mutuelles, les sociétés de secours mutuels. Le Second Empire a eu voilà, face notamment, voilà, essayer d'apporter une solution, donc voilà, à la question de la misère sociale, donc a eu un regard plutôt bienveillant sur le dispositif des sociétés de secours mutuels, mais en l'encadrant complètement, c'est-à-dire qu'en gros, c'était des sociétés qui étaient reconnues, donc c'était le maire qui était nommé, le curé, voilà, qui encadrait ces formes de sociétés de secours mutuels. Donc c'était plus du tout une émanation de la société civile, c'était très encadré, mais en tout cas, ces formes de sociétés de secours mutuels là, ont perduré. Ensuite, donc, toujours sous le Second Empire, il y a eu un tournant libéral un peu qui s'est produit, alors de mémoire, dans les années 1860, où ils ont été beaucoup plus conciliants et où ils ont été notamment, où ils ont donc notamment aidé, au travers de la création de statuts, les sociétés coopératives de production. Voilà. Donc quand même, sous le Second Empire, après le coup d'arrêt, il y a eu à nouveau un petit développement. Et enfin, c'est quand même après 1870 et au moment de l'avènement de la Troisième République que là, voilà, vraiment, il y a reconnaissance, voilà, une forme de légitimation des formes d'économie sociale. Et donc, on a notamment donc, développement avec des statuts particuliers, développement donc, des sociétés coopératives de production qui avaient déjà émergé, des sociétés de secours mutuels, des mutuelles. Donc, on voit également apparaître des sociétés coopératives de consommation. Voilà, donc l'école de Nîmes, Charles Gide, voilà, c'était un des chantres, voilà, de la coopération de consommation, avec bien sûr des tensions parfois entre les coopératives de production et les coopératives de consommation, des tensions également, puisque en France, voilà, dès qu'on peut créer plusieurs, il y a toujours des problèmes et c'est la séparation, c'est un peu le village gaulois. Donc il y avait les mouvements des coopératives de consommation socialistes, il y avait des sociétés de consommation qui étaient plus du côté du patronat, des formes de patronage. Il y avait les sociétés coopératives qui se voulaient indépendantes, donc qui étaient d'ailleurs représentées par l'école de Nîmes. Bon voilà, mais tout ça se vivait donc de leur côté. Donc ensuite, en 1901, bien entendu, la loi qui reconnaît donc les associations. Voilà. Ce que j'ai pas dit quand même, c'est que ces différentes formes d'association, de coopération, c'était quand même une forme de... Disons, c'était à contre-courant de la tendance française. C'est-à-dire que lorsque ces premières formes, je reviens au début, là, ces formes pré-coopératives, pré-mutuelles, arrivent dans les années 1830, tout ça, bon, ça vient complètement à contre-courant de la tradition française depuis la Révolution, où la loi Le Chapelier, justement, avait coupé tous les corps intermédiaires. En gros, c'était le modèle rousseauiste, donc il y a l'État,
qui est seul légitime pour définir l'intérêt général. Il y a les citoyens, et puis entre le citoyen et l'État, il ne doit rien avoir. Tous les intérêts particuliers, voilà, qui risquaient effectivement de avoir des intérêts particuliers qui allaient s'opposer à l'intérêt général, voilà, il fallait les couper et les éradiquer. C'est pour ça qu'effectivement, ces formes de coopération, de mutuelles, de syndicats aussi, puisqu'il y avait, ont eu du mal à émerger parce qu'il y avait cette tradition française où donc il n'y avait pas de représentation organisée qui pouvait se faire en dehors de l'intérêt général qui était incarné par l'État. Voilà. Et donc c'est vrai que ça a été une maturation lente qu'a accompagné l'État, puisque donc à partir de l'avènement de la Troisième République, donc je vous dis, ils se sont appuyés, ils ont légitimé l'économie sociale, ils se sont appuyés dessus, mais en compartimentant l'économie sociale. C'est-à-dire que on a eu la création de tout plein de statuts coopératifs. Alors, je crois qu'on est à 40 et quelques types peut-être un peu moins, mais de coopératives. Vous avez des statuts, donc la SCOP, les coopératives bancaires, les coopératives maritimes, les coopératives agricoles, enfin voilà. Il y avait la mutualité, l'adoption de la charte de la mutualité, je ne sais plus en quelle année, mais je crois que c'est, je vais noter quelque part, 1898, charte de la mutualité, la loi sur les associations 1901, mais toutes ces organisations, voilà, avaient leur statut, avaient leur organisation, mais ça travaillait en silo. Voilà. Et quelque part, pour l'État, c'était confortable, parce que ça évitait effectivement qu'il y ait en quelque sorte un contre-pouvoir trop puissant qui se mette en place pour être un peu une forme de définition alternative de l'intérêt général. Voilà. Donc ils reconnaissaient l'économie sociale et solidaire, ils s'appuyaient dessus, mais que toutes ces organisations vivent leur vie de leur côté et de façon indépendante, ma foi, c'était pas plus mal. Mais bon, il y avait quand même une forme de reconnaissance. Mais c'est vrai que du coup, l'économie sociale, de façon générique et un peu transversale, chapeau à ces différents types d'organisations, eh bien, ça ne transparaissait pas. Voilà. C'était une logique un peu de silo. Voilà. Et donc, du coup, et alors après, il y a eu également, je vais vite, hein, mais par exemple, au moment de 1936, notamment le Front populaire, les congés payés, ils se sont beaucoup appuyés donc justement sur l'éducation populaire, le tourisme social également, pour permettre justement à ces classes nouvelles qui arrivaient, qui avaient des vacances, de partir et à pouvoir profiter de ces loisirs. Ils se sont également, donc les pouvoirs publics, beaucoup appuyés sur les banques coopératives. Par exemple, dans le monde agricole, le Crédit Agricole avait des prêts bonifiés et a joué un rôle majeur dans la modernisation de l'agriculture française. Voilà, c'était l'époque où ce n'était pas dérégulé, donc voilà, il y avait une spécialisation des banques et ils se sont beaucoup appuyés donc justement sur les banques coopératives notamment. Ensuite, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc le programme du Conseil national de la résistance, création de la mutualité française, de la sécurité sociale, bon, un peu en tension avec les mutuelles, mais en tout cas, il y a une répartition des rôles qui s'est opérée entre la sécurité sociale et les mutuelles complémentaires. Donc voilà, donc c'était vraiment... il y avait un lien quasi organique entre les politiques publiques et les organisations de l'économie sociale et solidaire, mais chacune prise indépendamment. Voilà. Et ensuite, voilà, ça vivait sa petite vie en silo, indépendamment les uns des autres, jusque, voilà, je vous dis, je vais vite, jusque, disons, dans les années 1960, 1970, où là, il y a plusieurs facteurs qui se font jour, notamment
bon voilà, il y a les prémices un peu d'une forme de dérégulation, notamment donc une forme de remise en cause de la spécialisation des banques. Les déréglementations qui sont prises, qui viennent un peu percuter les particularités des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et du coup les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui commencent un peu à se dire, bon, il faut qu'on défende un peu nos particularités, nos spécificités. Et dans ce moment-là, il y a une banque, le Crédit Coopératif, qui va jouer un rôle majeur. Donc le crédit coopératif est percuté de plein fouet par la déspécialisation. Et il a, bon, voilà, il a une obligation quelque part de survie. Et il va avoir idée, c'était de dire, bon, il faut qu'on favorise le regroupement de ces différentes entités associatives, coopératives, mutualistes, pour justement déjà conserver notre part de marché, voilà, et faire reconnaître justement les particularités de ce modèle économique par rapport donc au modèle classique. Ça s'inscrit en plus dans une période où la crise économique commence à poindre et où du coup on voit que le modèle capitaliste, bon, voilà, connaît quelques ratés. Et du coup, ils se disent, bon, on a quand même intérêt à montrer aussi la pertinence de notre modèle. Et c'est comme ça que sur voilà, la fin des milieu des années 70, des acteurs, progressivement, des acteurs coopératifs, des acteurs mutualistes, des acteurs associatifs, commencent à se réunir et commencent à dire, bon, il faut qu'on fasse reconnaître notre modèle. Et ils vont chercher donc un nom, et ils vont retrouver ce nom d'économie sociale qui avait émergé au XIXe siècle. Alors ça ne recouvrait pas forcément exactement le même périmètre, mais ils vont, voilà, utiliser ce mot d'économie sociale pour refonder en quelque sorte ce champ économique, en cette fois-ci essayant d'unifier les différentes familles. Donc d'abord, ça s'est fait par un rapprochement des coopératives entre elles. Ensuite, les mutuelles sont venues s'agréger. Et enfin, le secteur associatif est venu s'agréger. Voilà. Et c'est dans cette période-là, 1970, il y a un comité national de liaison des activités mutualistes et coopératives qui est créé. Et en 1976, le CLAMCA, le comité de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives. Et c'est là véritablement que voilà, l'économie sociale et solidaire naît ou renaît, et ça se décline également dans les régions, puisque les ancêtres des CRES, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est ceux qu'on appelait à l'époque les GRCMA, les groupements régionaux de la coopération, de la mutualité et des associations. Mais ça n'avait pas vraiment, ça n'avait pas beaucoup de pouvoir. C'était un regroupement un peu informel, ils se faisaient une bouffe par an, et ils essayaient un peu de dire, bon voilà, on existe, on se différencie des autres, et on a intérêt à défendre notre modèle. Voilà. Donc c'est voilà, milieu des années 70, fin des années 70, et lorsque, en 1981, donc la gauche arrive au pouvoir et prend acte. Bon, il faut dire qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient un peu des deux côtés. Hein. Donc, voilà. Voilà. Notamment dans les réseaux rocardiens. Voilà. Puisque c'est quand même très lié à ce qu'on a appelé la seconde gauche, bon, voilà, qui était à la gauche, qui incarnait les réseaux rocardiens. Voilà. Et du coup, en 81, la gauche arrive au pouvoir, prend acte de ce que les acteurs associatifs se sont regroupés, ont commencé à faire reconnaître leurs intérêts, et il y a la création d'une délégation interministérielle à l'économie sociale. Et le décret qui a créé la délégation interministérielle à l'économie sociale au début des années 80, c'est par ce décret-là que pour la première fois, avant la loi, le mot économie sociale est rentré dans le droit français. Voilà.
Et donc c'est à ce moment-là que véritablement, et d'ailleurs, donc voilà, Michel Rocard a été le premier responsable ministériel en charge, entre autres, donc il avait le plan et dans son périmètre, l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et du coup, cette reconnaissance par les pouvoirs publics a incité également les acteurs de l'économie sociale et solidaire à se dire, bon, il faut que quand même on se structure beaucoup mieux. Et le CLAMCA, qui était un peu un organisme, bon, voilà, où on se faisait un repas de temps en temps, où on venait se rencontrer, mieux faire connaissance entre les familles, bon, ils se sont dit, il faut que quand même on se structure un peu, et on essaie de monter un peu en puissance pour faire voilà, et pour qu'on soit un interlocuteur crédible des pouvoirs publics. Voilà. Et puis, donc, bon, voilà, ça c'est, disons, c'est revenu un peu dans l'actualité comme ça. Après, parallèlement à cette structuration de l'économie sociale institutionnelle, institutionnalisée, il y avait d'autres réseaux qui se développaient. Et donc là, on va en venir aux 2 S de l'économie sociale et solidaire, parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé d'économie sociale. Mais il y avait à côté des réseaux de l'économie sociale et institutionnelle, voilà, tels qu'on la connaît, des réseaux un peu plus alternatifs, avec peut-être d'autres tendances idéologiques, qui étaient plus peut-être dans le prolongement de mai 68, avec déjà un souci important de l'environnement. Également, avec les effets de la crise et le chômage de masse qui commençait donc à se développer, le souci de l'insertion par l'activité économique. Voilà. Et ce sont plus des réseaux, disons, voilà, ces réseaux-là qui se sont reconnus dans le concept d'économie solidaire. Et parfois, ça a donné lieu à des débats qui sont aujourd'hui un peu passés, mais qui étaient un peu des querelles de clocher entre l'économie sociale institutionnelle, institutionnalisée avec nos banques coopératives, nos mutuelles, nos associations, alors grosses ou petites, enfin, et nos associations, et puis des activités plus solidaires. Bon voilà, les seconds accusant les premiers d'être un peu banalisés, d'avoir perdu un peu leur âme. Bon voilà. Bon, tout ça a donné lieu bon, voilà, à quelques débats qui n'intéressaient en fait que les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon, voilà, mais voilà. En 2000, Guy Asquette, d'ailleurs, a été donc, nommé secrétaire d'État à l'économie solidaire. Voilà. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais il aurait demandé, bon, comment j'intitule mon secrétariat d'État? J'ai dit économie sociale et solidaire. Économie solidaire, on lui a dit, tu choisis. Hein. On lui a dit, je vais faire économie solidaire, c'est plus court. Voilà. C'est l'anecdote qui dit ça. Mais enfin, voilà, on voyait qu'à cette époque-là, bon, il y a eu quelques débats. Bon, tout ça a été tranché par la loi de 2014. Donc maintenant, voilà, il y a tous ces acteurs, voilà, participent désormais des mêmes entités. Donc les acteurs de l'économie solidaire, voilà, maintenant, qui se reconnaissent plus dans le concept d'économie solidaire, siègent par exemple à la CRES. Voilà, ça se fait maintenant en bonne intelligence. Mais par contre, ce qui est quand même, et ce sur quoi je voudrais peut-être insister, même si les acteurs parfois n'en avaient pas forcément conscience, mais il y a quand même, d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue théorique, des choses intéressantes qui ressortent derrière ces débats. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'économie sociale, normalement, c'est la logique d'autopromotion. C'est-à-dire des personnes qui rencontrent des difficultés qui sont communes, qui s'associent pour se donner les moyens de répondre à leurs besoins. Par exemple, les banques coopératives, quand on dit aujourd'hui le crédit agricole, bon, voilà, c'est une banque comme les autres. Ouais. Crédit agricole, c'est quoi? Au début, c'est des agriculteurs qui n'avaient pas accès au crédit, voilà, qui se sont associés, qui ont fondé une petite caisse locale, qui ont pu avoir accès au crédit comme ça,
eh bien, ça a tellement bien réussi que ça donne aujourd'hui une des premières coopératives mondiales. Voilà. Et on dit souvent que, donc, du coup, voilà, quelque part, l'économie sociale, les mutuelles, c'est pareil. Bon, voilà, ce sont des gens, ils n'ont pas accès aux soins, à un certain nombre de protections. Ils s'associent, ils mettent en commun des moyens pour se donner à eux-mêmes, dans une logique d'autopromotion, la capacité d'avoir accès aux services qu'ils désirent. Voilà. Donc, quelque part, c'est la mise en commun d'égoïsme. L'économie solidaire, les acteurs de l'économie solidaire vont être plus sur des activités où on va proposer effectivement des activités pour des personnes qui ne sont pas adhérentes directement. Des tiers non adhérents. C'est plus la logique d'autopromotion, c'est une logique plus de solidarité envers des tiers. Voilà. À telle enseigne d'ailleurs, ça apparaît anodin. Enfin, pour nous, on considérait que tout ça pouvait, et d'ailleurs on l'a fait reconnaître, dans un même ensemble. Mais par exemple, les Allemands, lorsqu'on a eu des négociations au niveau européen, ils se disaient, mais attendez, là, vous mélangez des torchons et des serviettes. Vous mélangez en gros des activités qui sont tournées vers des tiers non adhérents, mais de fait, parce que souvent ce sont des personnes défavorisées, éloignées, qui n'ont pas la capacité d'être adhérents. Vous mélangez donc des activités tournées vers des tiers non adhérents avec des activités qui sont plus d'une logique d'autopromotion en interne, le fameux principe de double qualité dont je parlais tout à l'heure. Mais ça n'a rien, d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue philosophique, ça n'a rien à voir. Voilà, les Allemands disaient ça. Voilà, on est arrivé à faire reconnaître au niveau européen une conception qui était plus englobante. Voilà. Mais vous voyez comme quoi, alors les acteurs n'avaient pas forcément théorisé les consciences des différences doctrinales qui se jouaient autour de ça, mais c'est vrai que c'est quand même un débat très important et quelque part pas une ligne de fracture, mais en tout cas, puisque là maintenant bon, tout le monde est réuni, mais c'est quand même voilà, une tendance qui est une tension en tout cas, qui peut être féconde, hein, mais une tension qui peut traverser un peu l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, du coup, dans la poursuite un peu donc, de l'histoire, bon, voilà, donc, progressivement, l'économie sociale et solidaire s'est structurée. Donc, on est passé du CLAMCA, du GRCMA, des GRCMA au CRES, parce que justement, on voulait se faire reconnaître comme consulaire, ce qu'on n'a jamais été. Donc, la loi de 2014 est venue vraiment... Voilà, sanctuariser le périmètre, officialiser les choses, donner des outils nouveaux pour essayer de changer d'échelle, de se conforter, d'être mieux reconnu. Et donc on en est actuellement voilà, à une situation où on a toujours, bon, je vais y revenir dans les débats, mais voilà, un déficit quand même encore de notoriété, de reconnaissance, qui renvoie, donc on va en parler, à plusieurs éléments, et qui font que bon, y a encore du travail quoi, pour mieux faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire, et faire en sorte aussi que d'un point de vue voilà, théorique, on arrive à mieux faire voilà, percevoir la particularité de nos organisations et qu'on arrive autour de cela à construire un discours qui soit cohérent et intelligible pour les citoyens, les pouvoirs publics et les acteurs de l'économie sociale et solidaire eux-mêmes dans leur diversité, parce que c'est compliqué. Une gageure un peu d'essayer de rassembler voilà, tout ce monde-là. Voilà rapidement brosser le volet un peu historique. Bonjour, moi j'ai le sentiment, et peut-être à tort, hein, que l'économie sociale et solidaire est plus repérée en tant que scope et mutuelle hein, que pour les associations, dans la lecture qu'on en a à l'externe. Donc j'aimerais connaître votre avis de l'intérieur.
au niveau de la CRES, Occitanie. Alors, bon, vous avez vu les chiffres, hein. Donc, les associations sont des gros bataillons, c'est 80%, voilà, près de 80% de l'emploi et des établissements. Donc, voilà. C'est de moins en moins vrai, mais il est exact que certains acteurs associatifs ont eu du mal à se reconnaître comme de l'économie sociale et solidaire, parce que dans certains milieux associatifs encore, le mot économie fait peur, le mot entreprise fait peur, et ils ne se considèrent pas tous, hein, comme des entreprises. Clairement. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, vous avez vu, quand je vous ai dit les dates, le Comité national de liaison des activités mutualistes et coopératives, 1970. Le CLAMCA, les associations ne rejoignent la chose qu'en 1976. L'écart n'est pas bas. Mais voilà, ça a été effectivement quelque part un boulot de persuasion. Voilà. Et c'est de moins en moins vrai, parce que quand même les associations, maintenant, notamment du fait des contraintes, voilà. Mais le mot entreprise est connoté. Voilà, quand on entend le mot entreprise, on croit immédiatement que c'est un truc où il faut faire du profit. Non, il y a des facteurs de production qui rentrent, il y a une production qui sort. Voilà, c'est une entreprise. Après, les règles à l'intérieur, le modèle économique, voilà, c'est autre chose. Bon, voilà, donc du coup, une association, eh bien, on a des facteurs de production, on a des salariés, on a d'ailleurs marchands normalement, hein, et donc il y a un processus de transformation, il y a un output, il y a des inputs, il y a des outputs, eh bien, c'est une entreprise. Voilà. Et c'est vrai que les acteurs associatifs ont parfois eu du mal à s'acclimater à cette notion. Donc c'est peut-être pour cela que cette perception est encore prégnante, y compris chez les acteurs, chez certains acteurs associatifs. Mais ça change quand même. Et par ailleurs, je ne suis pas venue depuis 2 ans à des manifestations, des journées, notamment la remise des prix pour les jeunes, les projets innovants de l'ESS, là. Oui. Et effectivement, il n'y avait pas eu de prise de parole quasiment d'associations. C'est vraiment des prises de parole de banques, de mutuelles, de SCOP. Donc, est-ce que ça a bougé ces 2 dernières années ou pas Alors là, après, sur les prix, je ne sais pas. Après, donc, voilà, je vous ai parlé. Donc, des grosses journées. Hein, ouais, de cette vision-là. Après, il y a aussi, de la part des pouvoirs publics, des représentations qui sont parfois un peu partielles. Je m'explique. C'est quand même très compartimenté. Enfin, les politiques publiques sont très compartimentées. Et donc, les départements continuent, donc, même s'ils ont perdu un certain nombre de compétences, ils continuent notamment sur l'action sociale à être compétents et légitimes. Et du coup, ils vont avoir de ce fait en charge des activités de l'action sociale, du sanitaire, médico-social, qui sont pour l'essentiel des activités non marchandes. Et où c'est normal, et où c'est reconnu. Voilà. Les activités non marchandes sont des activités d'utilité sociale. Le marché ne sait pas faire, ou mal, et donc il est normal et légitime, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs la loi de 2014 elle a encore réaffirmé que la subvention intervient. Vous avez d'autres collectivités qui sont, par exemple la région, tout ça, qui sont compétentes en matière économique et qui donc, elles, vont avoir tendance à privilégier les modèles SCOP notamment, ou entreprises d'insertion, ou entreprises adaptées. Alors, les entreprises d'insertion donc, peuvent être de divers statuts, mais bon, voilà. Les entreprises adaptées, c'est pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Mais qui, elles, sont sur le marché. Voilà. Et du coup, vont avoir effectivement plus tendance à
mettre le projecteur sur ce type de structures qui sont marchandes et qui peuvent donc du coup se financer par des activités sur le marché, que sur d'autres types de structures, souvent associatives, qui elles interviennent sur des champs non marchands et pour lesquels donc soit elles ne sont pas compétentes, voilà, souvent, ou qu'en partie, voilà. Et puis ensuite, face aussi, et ça c'est une tendance plus générale, aux contraintes publiques, de financement public, c'est vrai que peut-être ça les intéresse plus de mettre l'accent sur les activités qui ont une dimension économique, entrepreneuriale et potentiellement solvables par le marché, que sur des entreprises qui ne sont pas solvables par le marché. Et donc, d'où l'importance aussi d'essayer de faire reconnaître que, de continuer à travailler sur le fait de dire que sur un certain nombre d'activités, eh bien, il n'y a que l'économie sociale et solidaire, du fait de ces règles particulières de lucrativité partielle, de lucrativité limitée, parce que également, bon, voilà, l'émanation de la société civile, en fait, devrait être l'émanation de la société civile, et donc elle a la capacité de détecter les besoins précocement, qu'elle est légitime pour intervenir, et qu'il est normal que la subvention vienne, pas que, hein, je veux dire, on peut avoir une hybridation, et de plus en plus c'est le cas, mais d'aller sur des modèles économiques hybrides qui permettent effectivement de concilier des activités pas forcément rentables avec d'autres voilà. Mais c'est là où, par exemple, les mutuelles sont bien connues, enfin, elles le savent bien, par exemple. Pendant très longtemps, les mutuelles avaient des excédents sur les activités d'assurance et pouvaient, grâce à cela, financer des réalisations. Voilà, donc c'était, et à l'époque, la réglementation européenne notamment a dissocié cela, donc du coup il y a 3 livres maintenant dans la mutualité, et la possibilité d'organiser des transferts d'excédents, par exemple, des activités assurantielles pour financer des réalisations, du coup de la législation, impossible. Voilà, il y a plus, par la législation, respecter des ratios prudentiels qui sont tels que, bon voilà. Donc, ça renvoie à à la fois une perception des acteurs associatifs, mais de moins en moins, et puis de la part des pouvoirs publics qui ont tendance un peu à compartimenter les choses. Une question à l'extérieur, donc qui vient d'un des sites distance. Il faut que je la retrouve, elle est partie de mon téléphone. Pouvez-vous nous renseigner sur Fresh Impact et je demandais des précisions à la personne puisqu'on ne peut pas interagir. Dans ce cadre, et même si le conférencier a relativisé l'entrée de nouvelles structures, n'y a-t-il pas un risque de fragiliser les petites structures, insertion par exemple, qui se trouvent souvent en première ligne? Ça, c'est lié à French Impact? C'est les deux questions. C'est deux questions, d'accord. Alors, bon, French Impact, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un dispositif gouvernemental. Oui, alors dans l'actualité récente, donc du coup, depuis le changement donc au niveau du gouvernement, donc il y a un haut commissariat à l'économie sociale, l'innovation sociale, donc voilà. Et c'est vrai que voilà, il va y avoir la tendance porte plus effectivement, il y a un intérêt important de la part donc du Haut Commissariat sur justement ces formes un peu nouvelles, sociétés commerciales, d'utilité sociale, avec cette dimension notamment de dire, bon voilà, il faut développer des activités où également donc, le marché peut permettre de financer des activités soit donc, en faveur de publics défavorisés, soit en faveur de l'environnement. Voilà. Et French Impact, c'est en fait un appel à projet national lancé par le Haut Commissariat pour labelliser un certain nombre de projets, d'initiatives
Voilà. Alors après, je ne sais pas quels sont les besoins, quels sont les moyens liés à cela. Donc on a un territoire French Impact dans la région, je crois qu'il y en a un qui est assez connu à Fijacteur, où donc voilà, des acteurs du territoire se sont réunis et développent pas mal d'activités. Ça donne un label, ça donne un coup de projecteur, et donc peut-être quelques facilités, mais voilà. Mais c'est un appel à projet gouvernemental qui labellise un certain nombre d'initiatives. Dans ce cadre, je pense le cadre de Fresh Impact, et même si le conférencier a relativisé l'entrée de nouvelles structures, n'y a-t-il pas un risque de fragiliser les petites structures par l'insertion, par exemple, qui se trouvent souvent en première ligne? Alors, donc French Impact peut concerner, enfin ne concerne, ce sont des territoires en général qui sont labellisés French Impact, donc ça ne concerne pas que les nouvelles sociétés commerciales ESS. Hein. Voilà, ce sont je sais pas, on appelle ça un écosystème un peu qui va être labellisé French Impact. Mais il peut y avoir tout à fait dans l'écosystème labellisé, ça peut être des entreprises à statut. Hein. Voilà. Après, par rapport donc à ces sociétés commerciales d'utilité sociale, bon, c'est vrai, pour le moment en tout cas, le mouvement n'est pas massif. Voilà, donc c'est pas ça qui fragilise le plus. Voilà, à mon avis, hein, c'est pas ce qui fragilise le plus les associations ou les structures un peu traditionnelles. Ce qui fragilise beaucoup plus, et on l'a vu au travers des chiffres dont je vous ai fait état tout à l'heure sur la conjoncture, ce qui a fragilisé beaucoup plus, notamment les petites structures, c'est notamment voilà, les réformes qui sont intervenues sur les emplois aidés. Alors on peut penser ce qu'on veut, les emplois aidés, de leur efficacité, et certainement qu'il y avait effectivement que c'était perfectible le dispositif. Il n'y a aucun doute en la matière. Mais le fait est que depuis qu'on a des emplois, enfin, les différentes formes d'emplois aidés qu'on a depuis les années 1990, peut-être même avant, ça a souvent quand même été la possibilité, notamment pour des jeunes, de découvrir, de rentrer dans l'économie sociale et solidaire et d'y faire carrière. On a, dans beaucoup d'organisations de l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui des cadres qui ont commencé comme étant des emplois aidés. Voilà, mais ça renvoie à la problématique plus générale, qui est certainement, effectivement, la problématique cruciale pour beaucoup d'organisations, de trouver des modèles économiques qui soient dans un contexte où, effectivement, il y a raréfaction des financements publics, où il y a des mises en concurrence généralisées, notamment au travers des appels à projets, où maintenant, donc effectivement, il y a eu réduction des emplois aidés. Enfin, le modèle économique de beaucoup de structures, notamment associatives, a été particulièrement percuté et mis à mal. Et c'est plus ça, voilà, qui pose problème, voilà, que peut-être l'entrée de ces nouvelles sociétés commerciales qui, pour le moment, sont un phénomène assez limité. Moi, je voudrais poser une question concernant justement la connaissance de l'économie sociale et solidaire dans le cadre scolaire. Et est-ce que peut-être l'ESPER peut être un des vecteurs pour faire connaître ce système d'entreprise et d'économie? Ouais, et ben, donc on l'espère vivement, et d'ailleurs on y travaille, puisque donc c'est vrai que donc un constat qui a été fait maintes fois, c'est que dans le milieu scolaire, l'économie sociale et solidaire est peu enseignée. Alors il paraît que c'est présent dans les programmes. En tout cas, il y a, voilà, mais certainement pas à la hauteur de ce que ça représente dans l'économie réelle. Parce que quand on parle tout à l'heure des chiffres, parce qu'il ne faut pas trop... Voilà, moi je me suis concentré sur les chiffres d'emploi. Mais quand même, au-delà des 12% de salariés dans notre région, on a quasiment... Enfin, la grande majorité des Français, même s'ils ne le savent pas, ont un pied dans l'économie sociale, au travers des mutuelles, au travers de leurs banques. Ils sont forcément, beaucoup de Français donc dans une association, enfin voilà. Donc, voilà, ils baignent dans l'économie sociale et solidaire,
sans le savoir. Donc c'est quand même, dans la société française, un rôle majeur. Voilà, avec des effets économiques, des effets sociaux importants, parce qu'en termes de liens sociaux, c'est générateur voilà, de liens sociaux énormes. Voilà. Donc c'est quand même une chance quand même extrêmement importante. Donc du coup, dans les programmes scolaires, effectivement, elle n'est certainement pas abordée à hauteur de ce qu'elle représente dans la société. Et lorsque nous en étions donc ouverts, notamment il y a longtemps, au recteur d'académie, nous avait même dit, mais de plus, et alors ça, peut-être certains d'entre vous, vous pourrez me contredire, en tout cas, on disait, les programmes scolaires sont tellement pléthoriques que forcément il y a des coupes. Et souvent, on coupe ce que on ne connaît pas. Et on disait, les enseignants, souvent, ne connaissent pas ou mal l'économie sociale et solidaire, et c'est un élément qu'ils coupent. Voilà. Ce qui est quand même un paradoxe, alors que le lien entre l'éducation nationale et l'économie sociale et solidaire, enfin, quasiment, enfin, il y a quelques années, ben voilà, les enseignants, ils rentraient, ben, ils avaient la MGN, la MAIF, la CAMIF, ben, voilà, ils étaient complètement voilà, baignés, intégrés dans des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et là, semble-t-il, il y a quand même eu, peut-être, je ne sais pas, vous pourrez m'éclairer, une déperdition de culture, de connaissance de l'économie sociale et solidaire. Et donc, du coup, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont réagi, donc ils ont créé l'ESPER, donc vous connaissez certainement un certain nombre d'entre vous, donc l'économie sociale partenaire de l'École de la République, qui fédère l'ensemble des organisations de l'ESS, quel que soit leur statut, qui gravitent autour du monde de l'éducation nationale. Donc MAIF, MGN, l'Office central de la coopération à l'école, la Ligue de l'enseignement, les Franca, enfin, voilà, qu'ils soient associatifs, coopératifs, mutualistes, toutes les entités de l'ESS qui gravitent autour de l'éducation nationale se sont fédérées au sein de l'ESPER, et une des missions, c'est justement de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit... Enfin, qu'on sensibilise les jeunes à l'économie sociale et solidaire. Donc ça peut prendre des formes diverses d'intervention. Donc là, durant le mois de l'ESS, d'ailleurs, on a fait plusieurs interventions en partenariat avec l'ESPER dans plusieurs établissements. Donc on va dans les classes, on essaie d'expliquer, alors avec un succès plus ou moins important, ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Il y a également, donc l'ESPER a mis en place des dispositifs assez innovants, très intéressants, où justement les jeunes sont amenés à monter eux-mêmes des entreprises d'économie sociale et solidaire pour voir concrètement comment ça marche et comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça fait. Donc, par exemple, on a des cas, un cas assez intéressant en région sur le lycée de Saint-Christol-les-Alès où depuis maintenant 3-4 ans, je crois, ils ont même plus, ils ont mis en place, les élèves, alors avec les enseignants et un parrain de l'économie sociale et solidaire, ils ont mis en place des paniers bio dans l'établissement. Donc ils s'appuient sur un chantier d'insertion locale qui a donc dans le maraîchage et donc ça permet, voilà, ça leur permet de tester grandeur nature la mise en place d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, comment ça fonctionne, quelles sont les règles et en quoi ça se différencie d'une entreprise classique. Mais c'est un gros boulot, et d'ailleurs on a signé récemment une convention de partenariat entre les deux rectorats, donc Montpellier et Toulouse, la région Occitanie, l'entité régionale, l'institution régionale, l'ESPER et la CRES Occitanie. Et donc c'est la déclinaison régionale d'un accord national pour justement essayer de monter en puissance dans ce domaine-là et essayer de toucher plus d'enseignants, de rentrer plus facilement, voilà, parce que ça tient souvent à des personnes. Hein. Par exemple, sur le lycée de Saint-Christol-les-Alès, c'est une enseignante parce que par ailleurs, elle avait un intérêt particulier pour l'économie sociale et solidaire qui a été volontaire et réceptive à cela. Mais c'est souvent, de notre point de vue et de notre côté, très difficile justement de nouer des contacts
et d'arriver à rentrer avec cette sensibilisation. Donc, bon, en conclusion, donc l'économie sociale et solidaire, donc vous voyez, donc ça vient de loin, ça a une histoire, bon voilà, tourmentée entre guillemets, avec des aléas. Vous dire donc effectivement, c'est faire reconnaître cette forme d'économie, c'est compliqué, parce que il y a des facteurs donc objectifs qui font que bon, il y a la très forte hétérogénéité au sein de nos organisations, voilà, entre les associations, les plus petites associations, le crédit, les grosses banques coopératives, les mutuelles, bon voilà, c'est un monde assez hétérogène, et les acteurs de cette forme de ces familles, voilà, ils vont plus s'identifier justement à leur famille et plus difficilement passer, voilà, de voir l'étage au-dessus, entre guillemets, hein, sans que, mais de la transversalité, voilà. Il faut dire aussi qu'il y a des concurrences en interne, qu'on ne peut pas nier, hein, voilà. Donc ça nuit, bien sûr, à l'identité collective et à la capacité pour les acteurs de s'en revendiquer, voilà. Et c'est une critique qui nous est souvent adressée à certaines de nos organisations, mais il y a une forme de banalisation. Voilà, il n'y a pas de, vous vous comportez pas comme une entreprise, voilà, vous êtes comme les autres, voilà, une banque coopérative, une mutuelle, mais on voit pas trop la différence, en tout cas de prime abord, voilà. Donc du coup il y a ces difficultés-là. Il y a également la difficulté liée au consumérisme ambiant, c'est-à-dire que de moins en moins, enfin voilà, les consommateurs s'adressent, voilà, à leur mutuelle, à leur banque, pour venir consommer. Voilà. Et il y a une déperdition également de substances démocratiques liée au fait que, ben voilà, dans le consumérisme ambiant, les gens voilà, ne voient pas la différence, mais aussi parce qu'ils ne s'impliquent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait des entreprises, c'est qu'aussi on consomme de la banque, on consomme de l'assurance, on consomme de l'association, parce qu'ils vont aller dans leur club sportif, dans leur club, mais pour consommer. Voilà. Donc là, il y a un vrai challenge pour les organisations de l'économie sociale et solidaire, et il y en a qui le font, et qui le font bien, pour revivifier un peu le sociétariat et la vie démocratique. Voilà. Mais ça se heurte effectivement à des tendances lourdes, profondes, qui viennent donc impacter nos organisations. Voilà, donc du coup, il y a deux travers souvent avec l'économie sociale et solidaire. Les gens qui ne connaissent pas ou mal, c'est soit ils l'idéalisent, voilà, ils voient ça comme le monde des bisounours, où tout le monde est gentil, où tout le monde s'entend bien. Bon, ce n'est pas le cas, et heureusement, parce qu'on s'ennuierait. Et au contraire, c'est de la dénigrer complètement, en disant, bon, ils sont complètement banalisés, ce sont des trucs comme les autres. Voilà, le problème, c'est qu'il faut, voilà, rien n'est blanc, rien n'est noir, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut essayer justement de travailler sur nos particularités, les théoriser, les faire comprendre et les faire connaître, et faire en sorte que les acteurs puissent s'en emparer et s'en revendiquer. Dans l'actualité également, donc du coup aussi, il y a des risques un peu de dissolution de l'économie sociale et solidaire dans, bon, vous savez, c'est le mode de la RSE. Toutes les entreprises donc, font RSE, compagnie. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, la loi Pacte qui a institué donc, ce statut d'entreprise à mission. Voilà, donc en gros, ce sont des entreprises qui vont modifier leur objet et qui vont pouvoir donc mettre leur performance économique au service d'un objet social, environnemental, sociétal. Voilà. Et donc, les réseaux de l'économie sociale et solidaire voient arriver ce statut de façon, voilà, avec un peu de réticence, en se disant, attention, ça va être la possibilité, voilà, pour des entreprises, bien d'un peu de social ou de greenwashing, quoi, voilà. Et l'ESS risque dans ce vaste ensemble, du coup, de
perdre ses spécificités. Voilà. Mais comme rien n'est simple, il faut savoir que quand même la première entreprise qui a demandé donc, de devenir entreprise à mission, c'est la Maïf, qui est quand même une des entreprises, je veux dire, les plus emblématiques de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Comme quoi, voilà, donc les choses sont très complexes et pour autant c'est extrêmement important parce que ce qu'il faut quand même bien dire, et on en revient quand même à l'essence de l'économie sociale, et à ce qui peut faire aussi un peu débat entre, bon, je n'ai pas parlé, enfin, j'avais un peu parlé avec les entrepreneurs sociaux, de l'économie sociale un peu traditionnelle, où vraiment l'idée c'était des gens qui se rassemblent pour répondre à un besoin qui leur est propre. Voilà. Dans une logique d'autopromotion et avec ce principe de double qualité. Alors que, vous le voyez, donc les logiques sur donc, ces entreprises à mission ou donc, seront plus sur des objets externes. Voilà, on va en gros servir une cause. Voilà, environnementale, sociale, sociétale. Et c'est très bien. Hein, voilà. Mais la logique sous-jacente, la philosophie profonde qui est derrière cela, ce n'est pas la logique de l'économie sociale traditionnelle, qui est une logique voilà, d'autopromotion, où en gros, ce principe quand même cardinal et qui est mis à mal, effectivement, notamment par le consumérisme, où on est le principe de double qualité, où on est à la fois assureur, assuré, à la fois banquier et épargnant, à la fois commerçant et consommateur. Voilà, c'est voilà, bien sûr des situations qui sont extrêmement complexes à assumer. Voilà, il y a presque de la schizophrénie là-dedans. Mais en tout cas, c'est ce qui a toujours un peu différencier l'économie sociale à la française, en tout cas, et qui fait qu'on est parfois mal compris, notamment à l'étranger. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Et ensuite, donc, je l'ai dit, le problème du modèle économique, dans beaucoup d'organisations de l'économie sociale et solidaire, des modèles économiques fragilisés, sur des activités donc, qui ne sont pas forcément solvables par le marché, où donc il faut arriver à trouver des modèles de financement hybrides. De plus en plus d'associations, justement, sont dans cette mutation. C'est ceux qui, d'ailleurs, contribuent à faire qu'elles sont de moins en moins réticentes, beaucoup d'associations, à la notion d'entreprise. Voilà, elles ont de plus en plus conscience, quand même, qu'il faut qu'elles développent des activités marchandes qui puissent venir en complément voilà, de financement non marchand. Pour autant, il faut, et ça c'est un combat politique important de l'économie sociale et solidaire, qu'on continue à faire reconnaître la légitimité de la subvention sur un certain nombre d'activités et que notamment il n'y ait pas une logique de mise en concurrence généralisée au travers des appels d'offres qui se développe, puisque là, donc, voilà, c'est vraiment, ça induit une concurrence encore accrue au sein de nos organisations. Voilà.